Pierre Bellemare, itinéraire de mort. La fin de l'histoire est sous les yeux d'un plombier. Une histoire unique en son genre, affreuse, insoutenable même. L'homme qui en est le héros sanglant est en prison quelque part sur l'île de Wight où il passe son temps, paraît-il, à surveiller les gardiens pour relever leurs infractions au règlement du droit des détenus. Le 8 février 1983, au 23 Cranley Garden, un petit bâtiment de 2 étages dans la banlieue nord de Londres, ce plombier ouvre une plaque d'égout. Les canalisations de l'immeuble sont bouchées. Un locataire vient de l'appeler. Plus rien ne fonctionne dans la maison depuis 2 jours. Mais le problème se situe de toute évidence à l'extérieur de l'immeuble. Le plombier descend l'échelle métallique, éclairé par la torche lumineuse de son coéquipier. En bas, à 4 mètres de profondeur, il distingue quelque chose d'assez difficilement identifiable. Le plombier examine la canalisation de l'immeuble, descend au fond de l'égout, donne des coups de botte. La même matière gélatineuse qu'il vient d'apercevoir s'est emparée des tuyaux d'évacuation et bouche le fond de la fosse d'égout. Drôle de matière. Le plombier reste un moment perplexe. Son coéquipier demande « Alors, éclaire-moi plus bas, c'est bizarre. » « Bizarre comment ? On dirait... » Le plombier remonte à la surface pour achever sa phrase, l'air écœuré, et, parce qu'on ne crie pas une chose pareille, il chuchote « On dirait de la chair humaine. » Le plombier prévient le locataire et décide de revenir le lendemain à la lumière du jour pour pousser plus en avant ses investigations. Or, le lendemain, plus de matière gélatineuse. Disparue. Courageusement, le plombier enfonce une main gantée dans la canalisation et en ressort des horreurs, des fragments d'os et de la chair. Quelqu'un a enlevé sa macabre trouvaille de la veille, mais n'a pas pu nettoyer à fond la canalisation. D'ailleurs, la plaque d'égout n'a pas été remise correctement. Jim Calloch, le locataire du premier étage de l'immeuble qui a fait appel au plombier, donne une indication. Ce doit être Nielsen, le locataire du second. J'ai entendu du bruit cette nuit, il est allé jusqu'à l'égout. C'est lui qui a dû tout boucher. Hier, il m'a demandé pourquoi vous étiez venu. Ainsi finit l'histoire de Dennis Nielsen. Une histoire qui a commencé alors qu'il avait 6 ans. Quand il était un petit garçon écossais, sans papa, que son grand-père trimballait sur ses épaules au bord de la mer en lui racontant de fabuleuses histoires de pêche et de tempêtes, de bateaux ivres sous l'orage et de courageux marins pêcheurs. Grand-père Nielsen adorait son petit-fils, qui le lui rendait bien. Ils ne se quittaient guère, sauf lorsque grand-père partait en mer pour son travail. Un jour, grand-père est mort sur son bateau, d'une crise cardiaque, en plein vent. Les pêcheurs ont ramené son corps à la famille, on a fait le cercueil et exposé le cadavre dans la petite maison de Frassenburg en Écosse. On est allé chercher Dennis, 6 ans, pour lui montrer le corps de son grand-père adoré. Et Dennis est resté pétrifié devant ce corps immobile. La mort, c'était quoi la mort ? On lui a expliqué que grand-père s'en allait, qu'il le quittait pour aller ailleurs dans un autre monde et qu'il fallait l'embrasser pour lui dire adieu. Dennis a embrassé le visage aimé, c'était tout froid, et on a emmené grand-père. Plus de grand-père. Dennis était abandonné. Dennis ne comprenait pas pourquoi grand-père, même mort, ne pouvait pas rester là, avec lui, même s'il ne pouvait plus raconter d'histoire. Il lui en aurait raconté, lui, des histoires. Il n'avait qu'à rester là, dans ce lit. Pourquoi on ne peut pas garder ceux qui vous aiment et qu'on aime ? C'est le premier souvenir terrible de cet abandon qui ne va plus quitter Dennis Nielsen. Plus jamais jusqu'à la fin de son itinéraire. Grand-père a été enterré en 1951. Le plombier n'arrive dans l'histoire qu'en février 1983. 1960, Dennis a 15 ans, il précède l'appel et s'engage dans l'armée. On le place aux cuisines où il apprend le métier de boucher, comment découper un mouton, désosser, comment aiguiser les couteaux. C'est facile, c'est une technique qu'il maîtrise vite. Dennis reste 11 ans dans l'armée, 3 années de formation où il est très heureux. Il est ensuite affecté en Allemagne, puis en Norvège et au Moyen-Orient.
L'armée britannique lutte contre les terroristes yéménites et Nielsen échappe de justesse à l'un d'eux qui l'a capturé, déshabillé, enfermé dans le coffre d'une voiture. Nielsen fait le mort, attend que le Yéménite vienne ouvrir et il l'assomme avec le cric. Il fera longtemps des cauchemars où il est violé, torturé, découpé au poignard yéménite. En 1969, on le retrouve à Berlin dans un régiment de Highlanders où il s'occupe du mess des officiers. Ensuite, il est nommé chef des cuisines des sous-officiers de la garde royale de la reine à Balmoral. Puis, en 1971, il se retrouve aux îles Shetland, service des transmissions. En 1972, il est caporal mais n'est plus heureux du tout dans l'armée britannique, dont la conduite en Irlande du Nord l'écœure. Il démissionne, emportant avec lui comme souvenir la photographie d'un camarade qui a posé pour lui dans l'herbe verte des Shetland en soldat mort pour la patrie. La police le tente. Il s'y plaira pendant 2 ans, mais l'esprit de corps n'est pas le même. Durant son apprentissage, par contre, il garde un souvenir précis d'un cours donné à la morgue pour habituer les recrues à la découverte des cadavres. Il est fasciné. Le soir, chez lui, il se maquille tout en blanc, yeux cernés et creusés de noir pour voir la tête qu'il aurait, mort, dans le miroir de la salle de bain. Il a 29 ans. Il n'est plus heureux dans la police. Il aurait dû arrêter ces 2 homosexuels qui se livraient à des actes répréhensibles dans leur voiture une nuit d'été. Il n'en a pas eu le courage. Il a eu pitié d'eux. Où en est-il de son itinéraire, Dennis Nielsen ? Il a découvert la mort qui le fascine, l'alcool qui l'aide à supporter les soirées solitaires et l'homosexualité qui le tente. 1974, il trouve un poste à l'agence pour l'emploi du quartier de West End à Londres. Il devient un fervent syndicaliste socialiste. 1975, rencontre avec l'amour. Il s'appelle David. Il est jeune et beau garçon. Il décore l'appartement de Melrose Avenue où Dennis s'est installé avec lui. Ils ont un chien et un chat. Leur amour dure 2 ans, puis David le quitte. Un jour, sans vraie raison, il ne l'aime plus, il l'abandonne. L'itinéraire de Dennis Nielsen bascule à ce moment-là, vraiment, inexorablement. D'abord dans le gouffre de la solitude, des soirées interminables devant la télévision ou dans les pubs, à ingurgiter de l'alcool pour s'étourdir. 2 années de solitude et de travail régulier, sans absence, avec zèle, respectant les horaires et les règlements, s'occupant des sans-abri, des chômeurs et vite épurant contre les patrons. Veille du jour de l'an 1979. Déprime. Errance dans les pubs de Londres. Dennis rencontre un adolescent irlandais. Il s'enivre pour fêter cette année qui ne s'annonce pas plus gaie côté chômage que l'année précédente. Comment s'appelle ce garçon ? Peu importe, il est ivre. Dennis le ramène chez lui. Ils boivent jusqu'à s'écrouler sur le lit, tellement saouls qu'il n'est même pas question de rapport sexuel. Dans la nuit ou à l'aube de cette nouvelle année, Dennis se réveille et contemple le corps de l'adolescent endormi. Il aimerait tant le garder près de lui. Avoir quelqu'un à qui parler le soir en rentrant, avec qui regarder la télévision, boire des bières et du rhum. Mais il va partir, il va l'abandonner. Alors qu'il est là, nu dans son lit, endormi, comme un objet accessible. Par terre, Dennis voit sa cravate. Il la prend, la passe autour du cou de l'adolescent, serre. Mais l'autre se réveille, se débat. Il lutte corps à corps un moment, puis Dennis a le dessus. Cependant, le garçon n'est pas mort, alors il le prend dans ses bras, le traîne dans la cuisine, remplit un seau d'eau et lui plonge la tête dedans. Le noyé a besoin d'un bain. Il le plonge dans la baignoire, le lave soigneusement, le sèche, l'habille de sous-vêtements et de chaussettes propres. Maintenant, il peut dormir près de lui en toute sécurité, se réveiller à ses côtés. Il ne partira plus. Pour faire le lit, Dennis glisse le cadavre au-dessous, retape les draps, la couverture et va promener son chien Blip, un bâtard noir et blanc qui n'a même pas reniflé le cadavre sous le lit de son maître. Pour Blip, tout ce que fait son maître est incompréhensible. Seul compte la balade matinale. Le lendemain, Dennis va travailler. Le cadavre est toujours sous le lit. Blip monte la garde.
Pendant une semaine, c'est une vie de couple atroce entre Nielsen et son compagnon mort. Puis, il le dissimule sous le plancher de l'appartement. Il y restera 8 mois. 8 mois durant lesquels Nielsen essaie de ne pas boire, sans y parvenir, et ne pense pas plus au cadavre sous ses pieds qu'à une vieille chemise hors d'usage. Décembre 1979, Kenneth, un jeune touriste canadien, rencontre Dennis dans un pub. Il sympathise, visite Soho, achète de l'alcool, se retrouve à la nuit tombée dans l'appartement de Melrose, s'installe pour dîner devant la télévision et bavarde. Bleep récolte des morceaux d'omelette, des chips et s'endort au pied du lit. Ça sent le rhum, ils boivent beaucoup de rhum ce soir-là. Et, à travers les vapeurs de l'alcool, Denis écoute son compagnon lui parler de son retour au Canada. Encore un qui va le quitter. Alors qu'il est là, tranquillement installé à écouter de la musique, un casque sur les oreilles, relié au magnétophone par un câble mince et noir. Kenneth a lutté un moment. Bleep a aboyé en voyant son maître lutter pour serrer le cou de l'invité. Puis Denis met le casque sur sa tête, écoute de la musique et avale un dernier verre en compagnie du cadavre. Après quoi, rituellement, il le lave dans la baignoire, le sèche, l'habille et l'installe sur son lit à côté de lui pour dormir. Le lendemain matin, pour faire son lit, il met le corps dans un placard et s'en va travailler. Le soir, il ressort son compagnon du placard, l'installe sur une chaise dans la cuisine, prend des photos, parle, mange, puis le remet au lit pour regarder la télévision et s'endormir. 2 semaines de cohabitation, puis la rupture. Denis enroule le cadavre dans un rideau et le range sous le plancher avec le précédent. Kenneth sera la seule victime de Denis dont la disparition sera signalée dans les journaux, mais le corps ne sera jamais retrouvé. Les liaisons macabres se multiplient. En l'espace d'une vingtaine de mois, 6 cadavres vont se retrouver sous le plancher. Denis ne racole même pas. Il sympathise dans les pubs avec de jeunes marginaux, des sans domicile fixe, des fugueurs, des chômeurs, des adolescents à la dérive. Beaucoup fréquentent son appartement le temps d'une soirée et en repartent sans dommage. Les autres, sous le plancher, commencent à encombrer et Denis pratique le dépeçage à son rythme, remplit les sacs poubelles. Il fait même un feu dans les jardins devant l'immeuble avec des pneus qui empestent pour masquer l'autre odeur. Les voisins ne remarquent rien. Aucun policier ne vient frapper à sa porte. Les victimes n'ont pas d'intérêt social, nulle famille pour s'inquiéter d'eux. Et, de pub en pub, les pistes sont inextricables. La cravate de Dennis Nielsen, qui s'est avérée l'instrument le plus pratique pour étrangler, va servir une dizaine de fois entre 1980 et 1981. Toujours le même processus, il achève sa victime en la noyant si nécessaire, puis la lave, la sèche, l'habille et vit avec ce compagnon cadavérique entre 8 et 15 jours. Parfois, il s'offre une relation sexuelle solitaire avant ou après. Parfois pas du tout. L'essentiel, c'est de garder quelqu'un, de lui parler, de dormir à ses côtés. Il y aura ainsi Martin de Liverpool, un jeune fugueur de 17 ans dont le corps était si beau que Denis regrette de devoir l'abandonner sous le plancher au bout de 2 jours. Il était trop boursouflé. Il y aura également Billy, 27 ans, marginal, prostitué à l'occasion, qui traîne sa vie comme un poids après un mariage, un enfant, un divorce, de la prison, des tatouages sur tout le corps. Il s'est presque imposé chez Denis pour avoir un toit et ne pas retourner à l'armée du salut. Alors Denis l'a tué pour s'en débarrasser. Ce n'était pas une rencontre intéressante pour lui, et il estime plutôt lui avoir rendu service. Il y aura encore Malcolm, 24 ans, sans famille, sans amis, en traitement psychiatrique et épileptique. Denis l'a trouvé sur un trottoir, malade. Lui aussi, il a voulu lui rendre service. Il l'a ramené chez lui, puis l'a envoyé à l'hôpital se faire soigner. Mais l'autre est revenu, décidé à s'installer dans l'appartement. Il a bu. Denis ne voulait pas. Et bourré de médicaments, il s'est effondré comme une loque. Alors Denis s'en est débarrassé également. Celui-là, il l'a fourré sous l'évier de la cuisine, en attendant de procéder à l'élimination par découpage la nuit et sac poubelle le matin, ou enterrement des débris.
Pour les viscères, c'est facile. Il n'y a qu'à les déposer la nuit dans les buissons et les chats, les rats ou les oiseaux s'en chargent. 1981, Dennis Nielsen déménage avec Blip pour s'installer dans un appartement de Crowley Gardens. La maison a 2 étages, il occupe le second. Au premier, un voisin tranquille. Dennis dispose d'une chambre, d'un petit salon, d'une cuisine et d'une salle de bain. C'est plus confortable que précédemment et il n'y a pas de parquet. C'est important qu'il n'y ait pas de parquet. Dennis se dit qu'il ne pourra plus cacher de cadavres sous un parquet et que tout ça va s'arrêter. Hélas, les pulsions reviennent et il y succombe. Un jeune étudiant, un autre garçon prénommé John, un autre Stephen, Paul, Graham. Des sacs poubelles, encore et encore, que les éboueurs ramassent au petit matin. Pour le reste, tout ce qui peut passer dans les égouts y passe. Mars 1981. Intermède curieux dans cet itinéraire. Paul. Paul est étudiant, il a beaucoup bu avec Dennis. Il s'est endormi ivre, il a eu la sensation d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer ou parler, de mourir étranglé ou d'être noyé, ou les deux. Au petit matin, Dennis lui dit « Tu devrais aller à l'hôpital, tu n'as pas bonne mine. » Paul n'a jamais compris qu'on avait voulu réellement l'étrangler et le noyer. Cette marque autour du cou, violacée, est restée pour lui un mystère. Ses yeux injectés de sang, ce teint blême, il n'a même pas porté plainte. Plus tard, quand il a été convoqué comme témoin, il avait encore du mal à y croire. Dennis était si sympa, si tranquille, si gentil avec les gens. Mai 1982. Autre épisode curieux. Carrie. Le jeune homme s'est réveillé en sentant quelque chose autour de son cou. Les oreilles bourdonnantes, sans air, la bouche sèche. Il a perdu connaissance, puis il a eu la sensation de se noyer. Sa tête lui faisait atrocement mal, mais il n'arrivait pas à reprendre vraiment conscience. Juste de quoi se dire « Je suis en train de mourir ». Dennis avait tout fait pour qu'il meure. Puis il avait allongé sur le lit comme les autres et avait regardé la télévision comme à l'accoutumée, en bonne compagnie. C'est Blip, qui d'habitude ne s'occupait pas des cadavres, se sauvait quand il y avait de la bagarre, ne reniflait pas ce qui était mort. C'est Blip qui tout à coup est venu lui lécher le visage et les jambes. Il avait compris que celui-là n'était pas mort et qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour lui. Un coup de langue sur la figure, par exemple. Dennis s'est mis d'accord avec Blip pour sauver celui-là, puisqu'il avait résisté à tout. Il l'a frictionné, requinqué, il avait mauvaise mine aussi, ce beau mannequin aux yeux tout rouges, au visage tuméfié par les vaisseaux éclatés, avec ce collier violet sombre autour du cou. Dennis l'a raccompagné jusqu'au métro, avec Blip, et lui a souhaité bonne chance. « Salut Carrie, good luck. » Encore un qui n'a pas porté plainte. Existence marginale, photo pornographique, on n'aime pas la police dans ce milieu. Et en témoignant plus tard, lui aussi dira « il était compatissant ». C'est l'égout qui a raconté la fin de l'itinéraire de mort de Dennis Nielsen, après 15 ou peut-être 16 meurtres. Le plombier est allé voir la police avec une partie de sa trouvaille. On a examiné ce magma en laboratoire. C'était probablement l'avant-dernière victime qui avait bouché les canalisations. Un nommé Graham. L'autre, la dernière, était encore dans l'appartement, une partie sous la baignoire, une autre dans des sacs poubelles dans un placard et encore une autre dans la cuisine. Lorsque le premier inspecteur est arrivé chez lui, Dennis a demandé « Que se passe-t-il » ? On a trouvé des restes humains dans l'égout. « Mon Dieu, mais c'est horrible !» Et l'inspecteur a demandé très vite pour voir où est le reste du corps. « Dans le placard, il faut que je vous montre. » L'inspecteur s'attendait à tout, mais pas à cette facilité, ni à cette odeur affreuse qui régnait dans l'appartement, au sac poubelle, à la baignoire encore pleine, ni surtout à la longue liste que Dennis Nielsen allait fournir, sans résister, sans nier quoi que ce soit. Sans pouvoir donner tous les noms ou toutes les dates précises, mais avec un luxe de détails, un récit circonstancié de chaque rencontre avec la mort. Il dit ne pas savoir pourquoi il tue. Sauf qu'il a envie de garder les gens près de lui. Le remords ne le ronge pas. Les cauchemars ne hantent pas ses nuits. Il n'est pas gêné par la décomposition ou l'odeur.
Ce n'est pas forcément pour avoir un rapport sexuel. Il ne hait pas ses victimes. Au contraire, il les aime bien. Il les lave, les habille, les assoit sur une chaise dans la cuisine, les allonge sur son lit pour dormir. Il raconte la technique du dépeçage avec un sang-froid sidérant. Il identifie la tête de sa dernière victime comme il reconnaîtrait une cravate lui appartenant. C'est Stephen. 30 heures d'interrogatoire retracent sa vie ponctuée de cadavres. La veille de son arrestation, il a essayé de dégager l'égout entre les 2 visites du plombier. Il avait l'intention de remplacer ça par des débris de poulet pour écarter les soupçons, mais il était trop tard. Devant ce genre de folie, la loi est bien malade elle aussi. Inculpé de 6 meurtres et de 3 tentatives d'étranglement, les autres cadavres n'ayant pu être identifiés, Denis affronte le jury à la fin de l'année 1983. Coupable ou fou? Les experts psychiatres vont dérouler l'arsenal de leurs connaissances, d'où il ressort essentiellement que Dennis Nielsen ne considère pas les autres êtres humains comme des personnes, mais comme des objets ou presque. Il est insensible à toute émotion, quoique dissimulateur, très logique, ingénieux même, intelligent. Il combine des éléments paranoïdes, des schizoïdes. Quant à savoir s'il sait exactement ce qu'il fait quand il tue, il peut reconnaître la nature de ses actes, mais pas leur gravité. Il veut tout simplement tuer des gens qui n'existent que dans ses fantasmes. L'accusation dit « il sait ce qu'il fait ». La défense rétorque « il est simplement capable de le faire ». Le procès dure 1 mois. Le jury est incapable de se décider le 3 novembre 1983. Il passe la nuit dans un hôtel à délibérer sans parvenir à une décision unanime sur la responsabilité de l'accusé. Le président demande alors un verdict à la simple majorité. Il y aura 10 voix contre 2 pour la culpabilité avec responsabilité. Dennis Nielsen a été condamné à la prison à perpétuité, avec une peine de sûreté de 25 ans. Il a eu une liaison amoureuse avec un détenu, puis, après le transfert de ce dernier, il a adopté une perruche pour lui tenir compagnie dans sa cellule de la prison de l'île de White. La solitude lui est toujours insupportable. Le jour de son arrestation, Blip, le chien qui a sauvé une des victimes, a passé 30 heures dans le commissariat à gémir pour qu'on lui rende son maître. Il a été piqué la semaine suivante, sans jugement préalable. La SPA n'était pas bonne pour lui?